Ah oui, il faut qu'on dise tous, j'ai compris. C'est parti. Donc, le sujet de ce soir, ce sont les... Alors, ce sujet-là, on l'a déjà abordé la dernière fois. Et j'y reviens un petit peu. On a eu une conversation avant là, de commencer l'enregistrement avec Maud. On va parler de symptômes et de maladies. Ça paraît un peu négatif. Et pourtant, on va parler surtout de ressources. Pourquoi j'aborde toujours et encore ce même sujet? C'est parce que là, dans cette période Covid, on est plus que jamais dans une ambiance de maladie, de symptômes, de peur de symptômes. Et en tant que pharmacienne, ce que j'ai pu observer sur les 20 dernières années, c'est qu'au fur et à mesure où les années passent, on devient de plus en plus susceptible euh, à l'angoisse. Il est difficile de reprendre la main sur sa santé parce que je pense qu'on a malheureusement laissé partir la connaissance sur ce qu'est le corps humain, sur la manière dont on fonctionne, sur ce qu'est être en bonne santé, sur ce qu'est être malade, et qu'on y a mis une connotation qui est systématiquement négative, là où les anciens avaient une approche peut-être plus constructive. Donc, vous allez voir dans ce diaporama de ce soir ou dans cette conférence des choses qu'on a déjà dites la dernière fois, mais je trouve qu'il est essentiel de rappeler que le symptôme et la maladie ne sont pas forcément quelque chose de négatif et qu'au contraire, on peut en faire une ressource. Donc, il y a des choses qui vont être redites, il y a des choses que vous découvrirez peut-être. Il y a forcément une approche différente selon que l'on est thérapeute ou selon que l'on est quelqu'un qui a envie de soigner sa santé, de se soigner parce qu'il a un trouble de santé. Il y a des notions que vous connaissez pour certains, que vous connaissez moins pour d'autres. Et le but de ce soir, ça n'est pas de donner des clés ou des recettes, c'est de nous donner à tous cette envie de regarder le symptôme et la maladie comme quelque chose qui est un tremplin, qui est constructif, et nous donner des clés pour être mieux quand même lorsqu'on est dans le symptôme et dans la maladie. Il y aura rien, il n'y a pas un niveau expert là dans cette conférence, bien au contraire, ce sont des approches, ce sont des pistes, ce sont des ouvertures. Ça marche mon diaporama? Oui? Ok. Alors, je vous demandais comment commencer. Et je suis partie de pourquoi ne sommes-nous pas toujours en parfaite santé. Finalement, c'est comme si la santé parfaite était à la fois le Graal auquel on devrait tous avoir droit, ou l'objectif qu'on devrait tous se fixer. Et puis, à la fois, on est plus malade au XXIe siècle que nous ne l'avons jamais été précédemment, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Alors, de quoi est-on malade aujourd'hui? Et comme je vous le disais, vous voyez 3 lignes pour parler de choses négatives. La 4e ligne est la plus importante. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas plutôt parler de résilience? On est de plus en plus dans des plaintes et de la souffrance et de la maladie et de la médication et de la prise en charge. Peut-être parce qu'on est effectivement de plus en plus en train de devenir des résilients capables d'avancer. On y reviendra. Les notions que je voudrais aborder avec vous, c'est la notion de terrain. Un thérapeute connaît la notion de terrain, peut-être que certains d'entre vous la découvriront. La notion d'adaptabilité. On a un terrain, il nous permet d'être adaptable. On est adaptable parce qu'on a un corps, une physiologie, ou en tout cas avec ce corps et cette physiologie, qui comporte des émonctoires. On en parlera, c'est foie, rein, peau, poumon, etc. Je voudrais insister sur une vision globale. Donc, au fur et à mesure, ça, c'est ce qui va se dérouler au fur et à mesure. Une vision globale, quitter le symptôme, quitter la plainte pour revenir toujours à cette vision globale de l'être. Et on reparlera donc à ce moment-là du symptôme, qui est signe de guérison et non pas forcément de maladie. Par contre, lorsqu'on le prend mal, lorsqu'on cherche à l'éteindre, ce symptôme peut s'exprimer, et c'est le transfert morbide, dans d'autres parties du corps, voire se chroniciser. Et quelles sont les clés qui sont à notre disposition? C'est tout simplement déjà les questions que l'on peut se poser lorsqu'on a un souci de santé, lorsqu'un de nos proches a un souci de santé. Quelles sont les questions qui sont utiles à se poser? Quelles sont les réflexions? Et bien sûr, quels sont les outils à notre disposition? Et on abordera rapidement le décodage.
Ça a l'air un peu en vrac. J'ai eu un peu de mal à terminer le diaporama, je vais être honnête. Donc, il y a un peu de... On va partir peut-être un peu de temps en temps à droite et à gauche. Première notion, la plus importante, c'est le terrain. Alors, je ne sais pas qui connaît ce mot de terrain en santé, en naturopathie. Je vais vous en donner une définition, il y en a plusieurs. Le terrain, c'est le bagage avec lequel la personne arrive dans la vie. Alors, quand je dis arrive dans la vie, c'est la conception. C'est la fusion de l'ovule et du spermatozoïde. C'est ses premières cellules. Ces premières cellules arrivent avec un bagage génétique. Elles arrivent avec un génotype. Et l'embryon va grandir avec ce génotype. Ce génotype comporte les forces, les ressources de l'individu, acquises par les ancêtres, acquises dans le matériel génétique. C'est toutes ces forces et ces ressources qui vont lui permettre de s'adapter à l'environnement. L'adaptation a un seul but, l'évolution, continuer à grandir dans cet environnement. Mais ce génotype comporte aussi les faiblesses ou les fragilités qui vont freiner l'adaptabilité dans certaines circonstances. Il y a, qu'est-ce que je peux vous donner? Un tuberculinum. Alors, je ne suis pas homéopathe, je ne suis pas spécialiste du terrain tuberculinum, mais c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Si on a eu beaucoup d'ancêtres atteints de la tuberculose, on peut arriver avec un génotype qui, entre autres, comporte des fragilités au niveau respiratoire, mais pas que au niveau respiratoire, puisque le poumon, c'est aussi la joie, la respiration, c'est la joie, et on peut avoir un profil, un génotype qui pourrait avoir une fragilité de type dépressif si on arrive avec ce bagage tuberculinum qui nous a été transmis par des ancêtres touchés par la tuberculose, par exemple. Ce génotype, il va être modifié, bien sûr. Donc, vous voyez là sur ce diagramme qu'on arrive en bonne santé. Tous les enfants n'arrivent pas en parfaite santé. On va appeler ça une bonne santé. Et puis, dans la vie, on va rencontrer différents challenges, différents défis. S'habituer à une eau potable qui est polluée, qui contient des produits chimiques, par exemple, un air qui est pollué, avoir des premiers chocs traumatiques psychologiques dans l'enfance. Et là, vous voyez tous ces petits traits. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. À chaque événement, qu'il soit physique ou qu'il soit psychologique, notre organisme va se mettre à absorber, réguler, faire en sorte qu'il soit capable de continuer dans cet environnement, qu'il soit émotionnel ou physique. Notre génotype, au fur et à mesure, va se transformer. Il ne restera pas identique. Et en fin de vie, on parlera plutôt d'un phénotype. C'est le génotype, avec tout son vécu tout au long de sa vie, qui devient un phénotype. Et c'est ce phénotype qu'on transmet à nos enfants. Ou, pardon, avant la fin de vie, on transmet avant la fin de vie. Mais c'est ce phénotype qui va être celui que l'enfant issu du parent va avoir comme génotype. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on parle dans la maladie beaucoup aujourd'hui du terrain génétique. Vous avez tel marqueur, vous avez tel facteur de risque issu de votre famille. Oui, c'est vrai, mais finalement, le plus important, c'est comment je m'adapte dans la vie. Est-ce que ce marqueur va devoir s'exprimer ou n'aura pas besoin de s'exprimer? Donc, le phénotype est aussi important que le génotype. D'autre part, n'oubliez pas que l'enfant, lorsqu'il arrive, donc la conception, il arrive avec un génotype. Dès la grossesse, dès la vie embryonnaire, dans le ventre de sa mère, l'enfant est déjà dans un environnement qui le challenge. Donc, le génotype des premières cellules de l'embryon est déjà en train d'évoluer pendant sa vie intra-embryonnaire parce qu'il y a ce que vit la mère et il y a tout le milieu de la mère, y compris avec des toxines, avec lesquelles l'enfant va être en contact. Donc, on est par hérédité un génotype, c'est pas très joli à dire, mais pourquoi pas. On devient, qu'est-ce qu'on devient parce que l'on vit? On l'exprime par un phénotype et c'est celui-là qu'on va transmettre partiellement à sa descendance. Et le terrain, parce que c'était le but au départ de parler du terrain, c'est donc l'ensemble des possibilités, mais aussi des limites de notre organisme. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'il est important, et peut-être qu'on l'a perdu, d'apprendre à se connaître dans ses possibilités et se connaître dans ses limites pour pouvoir être plus adapté, plus adaptable et du coup,
on évitera ainsi pas mal d'événements de santé. Je vais prendre un exemple de terrain. Il y a plein de terrains différents, il y a plein de médecins qui ont travaillé sur les terrains, il y a les homéopathes. Là, je vous ai pris un autre exemple. Je vous ai pris l'exemple du terrain vu par le docteur Ménétrier, qui lui a appelé ça des diathèses. Et il a décrit plusieurs diathèses, 4 essentiellement, mais on va parler de la diathèse 1 comme exemple. La diathèse 1, c'est l'hypersténique. Certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être. L'hypersténique, c'est quelqu'un qui arrive dans la vie, après la fusion de l'ovule et du spermatozoïde, il est arrivé avec ça, avec un mode hypersténique, hyper réactif. Ça fait partie des modes. Il y a à l'inverse l'hyposténique, qui lui va avoir plutôt tendance à se mettre en recul et à mettre ses fonctions à l'arrêt, en pause, lorsqu'il y a une problématique à régler. L'hypersténique, revenons à lui, face à la problématique, il active immédiatement. Donc, ce sont souvent des gens qui ont une immunité forte. Ce sont souvent des profils qui ont peu de pathologies dans l'enfance. Ils n'accumulent pas les angines, les bronchites, puisqu'ils ont une immunité qui est plutôt forte. En tout cas au début, lorsque leur génotype est encore, ou leur terrain, est encore un terrain relativement équilibré. Mais ils ont quelques points faibles. Le foie, hyper réagit vite. Le système nerveux, hyper réagit vite. Les reins, un peu par conséquence, parce qu'ils vont être beaucoup sollicités par une hyperréactivité du foie et du système nerveux, et une acidose qui se met en place assez facilement chez ces personnes. Du coup, on va retrouver des symptômes chez ces personnes qui sont la conséquence de ce mode hyperréactionnel. Donc, des migraines au niveau du système nerveux central. Une hyperréaction va souvent conduire à un profil type migraineux. L'allergie, c'est le foie. Et l'hyperréactivité du système immunitaire. Donc, on va retrouver beaucoup d'enfants allergiques. Et si, par contre, ces personnes laissent leur terrain en difficulté sans respecter leur mode de fonctionnement, on en parlera juste un peu plus loin, on peut retrouver des troubles métaboliques de la goutte. Donc, peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent ou reconnaissent certains de leurs proches. Un terrain, ce n'est pas une case dans laquelle on peut être rangé, c'est un mode de fonctionnement du vivant. Et quand on connaît ce terrain, son terrain, il est plus facile aussi de franchir les différentes étapes qu'on a à franchir et de respecter son organisme. Le point fort des diathésins, c'est quelqu'un qui est défatigué par l'effort en général. S'il fait une sieste, il faut qu'elle soit courte. Quand il fait une sieste longue, il est complètement vaseux derrière. Il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de repos. Faire du sport le soir, ça l'empêchera de dormir parce que ça le remet en action. Donc c'est quelqu'un d'assez actif. Il est bien adapté aux situations d'urgence, de court terme, de stress. En revanche, et là on arrive dans les déséquilibres, s'il tire trop sur la corde, son énergie s'épuise, mine de rien. Et comme il ne supporte pas d'avoir de la fatigue, il va rechercher des stimulants, du sucre, parce que le système nerveux va avoir besoin de sucre, il est facilement acide, donc il y a une mauvaise oxygénation, il va chercher à compenser, son alimentation est facilement déséquilibrée. Dans le stress, s'il n'a pas le réflexe de garder assez d'exercice physique, il peut arriver à un déséquilibre de terrain, et c'est là qu'on en arrive à des troubles métaboliques, de la goutte ou autre. Donc vous voyez, là je vous ai donné juste cet exemple pour dire que des terrains, il y en a plein. Ce n'est pas le but de ce soir d'expliquer tous les terrains, mais c'est une manière de se lire soi-même. Une manière, je vous encourage vraiment à acheter des ouvrages, à chercher, à lire, parce que lorsqu'on comprend mieux qu'on a un mode de fonctionnement, on est plus à même de respecter, bien sûr, ce mode de fonctionnement. Et d'en profiter, du coup, on profite des points forts et on fait en sorte que les points faibles soient moins présents. Respecter son terrain, c'est observer aussi nos réactions face à un événement nouveau, face à une difficulté. Parce que je vais vous expliquer ce qu'est. Je ne vais pas le faire ce soir, mais la diathèse 1, la diathèse 2, la diathèse 3, la diathèse 4. Mais à un moment donné, il va falloir que vous vous observiez pour savoir si vous correspondez à tel terrain ou à un autre terrain. De réfléchir de temps en temps aux fonctions du corps qui vous semblent les plus fragiles chez vous. Est-ce que c'est le foie? Est-ce que c'est le digestif? Est-ce que c'est le système nerveux? Qu'est-ce qui, chez vous, depuis la plus tendre enfance, est souvent en difficulté ou parle le plus?
Et bien sûr, qu'est-ce qui nous fait du bien? Quand on n'est pas bien, la question à se poser soi-même, c'est la dernière fois que je n'étais pas bien comme ça, qu'est-ce qui m'a aidé? Ou cette sensation de je ne suis pas bien, mais je suis tombée malade, j'ai eu une grippe, mais c'est normal, j'ai tiré sur la corde. Avant, je faisais du sport, là, j'ai arrêté. Ça fait 1 mois que je ne fais plus de sport. J'ai eu du mal à régler un conflit émotionnel. Je sais que je l'ai laissé traîner. Alors qu'en général, je suis capable de parler et d'y aller. Donc, qu'est-ce qui nous fait du bien? Pour les uns, c'est la parole, pour d'autres, c'est le sport, pour d'autres, c'est l'alimentation, pour d'autres, c'est aller vers la nature. On a chacun des modes de solutions qui sont différents les uns des autres. C'est de se poser aussi à un moment donné, lorsqu'on est dans le symptôme et dans la maladie, et de se dire pourquoi? Pourquoi cette partie-là de mon corps? Pourquoi je ressens ça aujourd'hui? Et d'habitude, quelles sont les solutions que je trouve? Et bien sûr, dans beaucoup de situations, on aura tout intérêt à se faire aider par un thérapeute, ça va rassurer David. Donc, le thérapeute va avoir un regard plus objectif, un questionnement plus complet. Quel que soit notre terrain. Donc là, j'ai parlé du terrain. C'était déjà pour que tout le monde puisse avoir à l'esprit qu'on a un mode de fonctionnement, apprenons à le connaître. Même si on a tous des modes de fonctionnement différents, il y a quand même des choses que l'on a, bien sûr, en commun. Donc, je vais revenir un petit peu en amont, plus à la source. De quoi est-ce qu'on a besoin pour vivre? Et là, je vais demander à David de couper les micros, enfin de reprendre les micros, parce que j'aimerais que vous me répondiez. Là, je voudrais que ce soit vous qui me répondiez. Être en vie, c'est quoi et de quoi on a besoin pour vivre? D'amour. Lancez-vous, n'importe quoi, ce qui vous vient à la tête. L'amour. De l'amour, merci. La gaieté. Oui, la gaieté, oui. De la gaieté. Oui. De l'auto-accomplissement, de la reconnaissance. C'est marrant comme vous êtes parti immédiatement sur l'être et non pas sur le physiologique et la physique. Oui. Mais je vous en remercie parce que c'est pour moi le plus important. Donc, je vous en remercie. Donc, manger, évidemment, dormir. Oui. Ben oui, respirer. Respirer, oui. L'accomplissement peut être personnel dans la vie familiale, peut être professionnel. J'essaie de voir ce que j'ai pu... Alors, de l'eau, boire. Oui. Et vous allez voir pourquoi je les fais tous apparaître. Des aliments, on a besoin de lumière, de soleil. Je dis ça pour tous ceux qui vivent au-dessus de la Loire. Régulièrement. On a besoin d'un air pur. On a besoin d'accomplissement. On a tout ça. Vous avez tout. Ils vont être notre... On a toutes les cases. Vous avez besoin de mouvement. On a tous besoin de mouvement. On est la première génération sédentaire. L'être humain n'a jamais été sédentaire. Jamais. C'est la première fois qu'on est sédentaire. Et on va dire que c'est depuis le XXe siècle. Avant le XXe siècle, ça n'existait pas, la sédentarité. Et regardez, je l'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà, l'amour, le sens, l'identité. Hérédité, c'est le lien aux anciens, le sens de la vie. Bref, donc voilà tout ce dont on a besoin. Si vous enlevez une seule de ces choses, Oui. On est en difficulté. Pas d'alimentation, pas de nutriments, ça peut être compliqué. Pas d'air, ça peut être compliqué. Pas d'amour, ça peut être compliqué. Donc, vous voyez qu'on a plein de sources et elles sont toutes, du coup, aussi, bien sûr, pour une fragilité. Mais si tout va bien, si tout est à notre disposition, si nous savons nous fournir, ou en tout cas remercier le mouvement, l'air, tout ce qui est autour de nous, notre organisme va assimiler tout cela, métaboliser et construire sans arrêt de nouvelles cellules, de nouvelles centrales énergétiques dans notre corps. Et donc, nous avons en continu une assimilation, un métabolisme de la construction. À chaque millième de seconde dans notre corps, c'est en train de se faire. Notre corps n'est jamais immobile. L'immobilité, c'est lorsqu'on quitte l'incarnation, c'est la mort. Mais le corps n'est jamais immobile. Bien sûr, au cours de ce métabolisme, au cours de cette construction, il y a des déchets. Le steak que vous avez avalé ou
ou la betterave ou le poireau, va participer à une partie de ce dont on a besoin dans le corps et le reste va devoir être éliminé, ce qui n'est pas utile. Et on a pour cela, dans le corps, des portes de sortie qui sont prévues, qui sont les émonctoires. 4 ou 5 selon que l'on joue sur le vocabulaire. Certains mettent le foie dans les émonctoires, d'autres moins, d'autres comme filtre, peu importe. Donc on a le foie, bien sûr. On a les reins, les poumons, les intestins et la peau. Ils sont tous importants. Lorsque l'un des émonctoires est saturé, un autre émonctoire va devoir venir au secours ou en tout cas remplacer le travail. C'est vraiment des petits travailleurs qui sont là. Si vous bloquez le foie, il y aura plus de boulot pour les poumons, les reins, les intestins. Et très souvent, la peau est un émonctoire, on va dire, plus à la fin et un émonctoire de secours. Si vraiment tout va mal, vous allez le voir sur la peau. La peau va devoir s'activer. On a aussi une autre manière de voir les choses. Dans les pays orientaux, on brosse la peau. Dans les hammams, on frotte la peau. Ça peut paraître un peu brutal, et pourtant, c'est un réflexe culturel, mais c'est un réflexe pour maintenir un émonctoire peau efficace et en bonne santé. On pourrait donner plein d'exemples comme ça, mais on a dans les cultures la diète, le jeûne, faire carême par exemple, c'est redonner un peu de souffle à ces émonctoires, les mettre au repos pour qu'ils soient plus efficaces. Donc on a dans notre culture, dans nos réflexes, on prend soin, sans le savoir, ou parfois sciemment, de nos reins, de nos poumons, de notre foie, de nos intestins, de notre peau, et on a intérêt. Si tout se passe bien, on a toutes nos nourritures, on prend soin de notre corps, on est en terrain équilibré, on a une énergie vitale qui est optimale. Ça correspond au moment de votre vie ou à l'instant de votre vie où vous vous dites « j'ai la pêche, tout va bien ». Alors, est-ce que c'est toujours aussi facile? Quand est-ce qu'on doit mettre en œuvre de l'adaptation? J'ai mis une grosse flèche rouge là-haut. Pourquoi? Ça va être facile. C'est pour ça que je vous ai dit on va tous les énumérer. Regardez-les tous à nouveau, c'est nourriture dont on a besoin, amour, sens, identité, famille, vie sociale, professionnelle, lumière, air, eau, aliments, mouvement. Tout est facilement en péril de nos jours. On ne peut pas dire, ou peu nombreux sont les gens qui diront, sauf peut-être Nadine et son époux, qui vous diront, mais tout est parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Et bien tant mieux, c'est l'objectif à se fixer. Mais à ce jour, on est souvent en difficulté sur un élément plus ou moins volontaire, enfin sur un ou plusieurs éléments plus ou moins volontairement. C'est évident que l'amour, le sens, l'identité, la famille, la vie sociale, la vie professionnelle, on se sent acteur, décisionnaire, on sent qu'on peut changer les choses. En revanche, sur la lumière, l'air, l'eau, c'est pas toujours évident. On a la lumière qui est celle du soleil aujourd'hui et que le climat nous permet d'avoir. On respire l'air qui est aujourd'hui pollué par rapport à celui d'il y a 200 ans. Et on boit une eau qui est loin d'être une eau de source parfaitement neutre. Donc on a de toute façon à tout moment une adaptabilité nécessaire. J'ai mis le terme causalité à côté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est malade, les causalités, il faut remonter les chercher à ce niveau-là. Ce n'est pas la bactérie ou le virus qui pose problème. C'est quelles sont les nourritures qui étaient disponibles et qui ne le sont plus, ou qui nécessitent de moi une adaptation et j'y arrive pas. C'est là que se trouvent les causalités. On a, fort heureusement, et je suis toujours admirative de la capacité de l'être humain à s'autoréguler, à s'autoréparer. Je vous disais, on n'a jamais été aussi sédentaire, on n'a jamais eu un air aussi pollué, une eau aussi polluée, une alimentation aussi catastrophique, autant de stress, autant de peur, autant d'angoisse dans nos sociétés. Et pourtant, on est toujours là, souriant. Regardez, on est tous ensemble ce soir. On est là, on continue nos vies et on fait avancer plein de choses. Et très souvent, on est très fiers de tout ce qui progresse et on est capable encore et toujours de se réjouir et d'être, on va dire, du côté lumineux de la force. Donc, on a une capacité d'autorégulation et d'autoréparation qui est admirable, en tout cas infinie, ça c'est certain. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des symptômes? Eh bien, on va en reparler plus loin. Avant ça, pour s'autoréguler, eh bien, il faut avoir de l'énergie. Donc, il est très important de prendre conscience, en particulier lorsqu'on est rentré dans un processus de maladie, que pour pouvoir revenir à la guérison, il va falloir de l'énergie. Donc, ça reste
un objectif prioritaire, toujours et encore, d'aller chercher des sources d'énergie et de comprendre qu'on ne peut pas forcément revenir à la santé parfaite si on n'a pas l'énergie pour. Et qu'il vaut mieux parfois patienter le temps que l'énergie remonte. Si un perturbateur majeur est toujours là, ben évidemment, ça va être compliqué. Si vous avez de l'amiante dans l'air que vous respirez du matin au soir, au niveau professionnel ou personnel, ça va être compliqué de réparer le poumon. Si vous avez un problème, un conflit avec un collègue ou un employeur, et que vous passez 7 heures par jour avec lui, ça va être compliqué là encore. Donc bien sûr, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je reviens en haut, il faut s'occuper des causalités. Ça ne sert à rien de s'occuper du burn-out et de la dépression si on ne règle pas la causalité en amont. Le rééquilibrage est favorisé dans des conditions optimales d'échange d'énergie et d'information. Donc, dans notre corps, il faut que ça puisse circuler, que la respiration puisse être faite, que l'eau que l'on boit puisse accélérer les échanges. Il y a plein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais gardez juste cette notion, les échanges en moi se font de manière optimale et d'avoir le réflexe d'aller chercher tout ce qui peut aider à ce que ces échanges se fassent dans les meilleures conditions. Et bien sûr, pour qu'un échange se fasse dans de bonnes conditions dans notre corps, il faut que les émonctoires dont on a parlé tout à l'heure soient en bon état. Or, quand on est rentré dans un processus de maladie, on a une surcharge de toxines qui ont parfois surchargé les émonctoires. Et si on n'a pas eu les bons réflexes, on a le foie, les intestins complètement en vrac, les poumons complètement en vrac. Donc, vous voyez qu'on a quand même tout un travail, même si l'organisme a de magnifiques ressources, on est capable de lui saboter ses ressources et de rentrer dans un cercle vicieux. Et là, il va falloir un peu de temps parce qu'il nous faut de l'énergie et parce qu'il va falloir remettre tous les échanges dans le corps en place, s'occuper en même temps de la cause. Ça demande un peu de patience. Je voulais m'arrêter une seconde, parce que là, je finis sur une note un peu négative, mais je vous disais tout à l'heure, on n'a jamais été aussi malade. Ça peut vous paraître paradoxal et vous pouvez vous dire, bah non, avant, on mourrait par épidémie, ils partaient par millions. Ouais, mais regardons ce tableau. Alors, il est tout petit. Est-ce que vous arrivez à le lire? Alors, peut-être pas Cyril sur son téléphone, mais est-ce que vous arrivez à lire? De toute façon, je vais l'illustrer. Donc, on a sur la partie à gauche les dates 1914, 18, 20, tout ce qui a changé dans notre environnement. Et puis, le carré, le rectangle en violet, c'est parallèlement comment a évolué la santé de l'être humain sur Terre. Et vous allez voir que les analogies sont vite faites. On a une très grosse rupture en termes de santé, c'est avant 1914 et après 1914. En tout cas, en termes d'environnement déjà. Avant 1914, nous étions, en tout cas pour la France et l'Europe, nous étions des populations rurales, pas sédentaires du tout, rurales, dans des environnements de campagne. À partir de 1914, bon déjà avant, mais à partir de 1900, à partir de l'industrialisation, les premières périodes d'industrialisation, mais à partir de 1914, par la guerre, il y a eu des déplacements massifs dans les villes. Donc déjà, on change tout l'environnement de beaucoup de gens. 1918, la guerre est terminée. Il y a des stocks de gaz moutarde, plein les entrepôts. Les gaz moutarde, c'est quoi? C'est des dérivés nitrés. Ils ne savent pas quoi en faire. Il se trouve qu'on sait aussi que ces gaz moutarde, ces dérivés nitrés, sont ceux dont la Terre a besoin pour obtenir des récoltes un peu plus importantes. Tous ces gaz moutarde se sont transformés en engrais. Donc on oublie, mais les engrais d'aujourd'hui, c'était des outils de guerre d'avant. Et on a pris l'habitude, du coup, de fabriquer des engrais, de nourrir la Terre d'engrais chimiques. C'est pas récent, c'est 1918 quand même. À partir de 1920, ça aussi, moi je l'ai découvert, je me disais, mais c'est beaucoup plus récent que ça. Ben non, 1920, on commence à utiliser beaucoup plus l'aluminium. Les amalgames au mercure, les plombages gris, même si on ne les fait plus aujourd'hui, on avait l'impression que ça faisait 50 ans qu'on avait utilisé le mercure, pas plus, pas du tout. Le mercure, on a commencé à l'utiliser en 1920, les dentistes ont commencé à l'utiliser à ce moment-là. On les retrouve aujourd'hui, puisque ça se transmet de mère en fille par le fœtus, malheureusement, est un émonctoire, il prend les toxiques. On retrouve aujourd'hui des traces de plomb, de mercure chez des bébés qui n'ont aucun contact avec le plomb et le mercure.
C'est bien transmis depuis les grands-mères, arrière-grand-mères et parfois pour certains maintenant arrière-arrière-grand-mères. L'amiante a commencé à être utilisé beaucoup à partir de 1920. 1930, jusque-là, on avait donc une population qui était avant rurale, qui devient urbaine. On commence à utiliser de l'engrais et surtout, on pousse à la fabrication, enfin à la culture intensive du blé. Et le meilleur moyen d'obtenir plus de blé moins fragile, c'est de l'hybrider, de le changer, de le modifier génétiquement. Donc, on va hybrider le blé à partir de 1930. Maintenant, on va s'arrêter, regarder à droite. Avant 1930, effectivement, c'était les maladies infectieuses qui représentaient la première cause de mortalité. Tuberculose, syphilis, après la peste, bien sûr, mais il y a plus longtemps. Tuberculose, syphilis et autres maladies infectieuses. À partir de 1930, et là, vous voyez par rapport au tableau à gauche, les maladies polymétaboliques sont apparues. Donc là, on commence à avoir des troubles métaboliques, sucre, graisse, protéines. On a d'autres pathologies qui apparaissent, qui étaient très peu présentes avant. Et quand on parle d'intolérance au gluten, 1942. Donc, ce n'est pas moderne, ce n'est pas quelque chose qui est apparu récemment, l'intolérance au gluten. 1930, on hybride le blé. 1942, l'intolérance au gluten est visible, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas là avant, mais elle devient visible, mesurable cliniquement, ou en tout cas reconnue cliniquement. Donc, vous voyez déjà que avec le peu de choses qui avaient été modifiées jusqu'en 1930, on a déjà, ce n'est pas une coïncidence, un profil de maladie qui est différent. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est souvent les guerres qui représentent des grands changements dans une civilisation. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, la vaccination, donc je ne suis pas anti-vaccin, la vaccination devient obligatoire, mais on a commencé à introduire de plus en plus de vaccins. Les antibiotiques, au début, magnifique découverte, 1000 unités internationales de pénicilline permettaient de sauver la vie de quelqu'un qui était en pleine infection. Très rapidement, 1000 unités de pénicilline ne faisaient plus rien. Il a fallu 5 millions d'unités de pénicilline. Et puis, il a fallu d'autres molécules dérivées et on a trouvé au fur et à mesure d'autres antibiotiques. L'industrie agroalimentaire et chimique a juste explosé. Entre 65 et 68, je donne 2 exemples. Il y a plein d'autres choses. L'aspartame, on s'est dit qu'il fallait arrêter le sucre. Donc, on a eu la bonne idée de le transformer, de le remplacer par de l'aspartame. Et puis, la pilule contraceptive, là encore, je ne suis pas contre la pilule contraceptive. Ce n'est pas le but, c'est juste de montrer qu'on a permis d'avoir une libération, on va dire. La femme a bénéficié de cette libération par la pilule contraceptive. En revanche, on a bien évidemment introduit une modification hormonale chez un très, très grand nombre de femmes et sur un très grand nombre d'années de leur vie. D'ailleurs, le mot pollution apparaît dans l'enseignement, dans les cours de biologie ou de sciences SVT à partir de 1970. Avant, regardez, entre 14 et 1970, on a littéralement pollué la planète et nos organismes, et on commence à le reconnaître à partir de 1970. Et si on arrive à aujourd'hui, alors là, on est dans une exponentielle, parce que ça avait l'air d'avancer tout doucement. Ben là, maintenant, c'est l'air, l'eau, l'alimentation, l'électrosmog, de la 3G à la 4G, à la 5G, la Wi-Fi, la Bluetooth, les nanoparticules, les OGM, là, on en a de partout. C'est pour ça que je vous disais que je suis admirative de l'être humain. Avant 1914, mon Dieu, c'était plutôt plat. Et tout d'un coup, on s'est pris une exponentielle de modification de l'environnement qui paraît, quand on le regarde comme ça sur papier, assez impressionnante. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la santé? À partir des années 70, donc vous voyez, quand on commence à reconnaître le mot pollution, il n'y a quasiment plus de cas de tuberculose ou de syphilis, en tout cas dans nos régions. Par contre, spasmophilie, allergie, maladies métaboliques, maladies neurodégénératives commencent à vraiment exploser. Et aujourd'hui, donc il y a eu aussi SIDA, bien sûr. Le cancer a toujours été présent, il est toujours là et toujours au même taux. On a les maladies auto-immunes, la fibromyalgie, les côlons irritables, c'est des exemples, Parkinson, Alzheimer, autisme. On dit qu'un enfant sur 10 est autiste aux États-Unis aujourd'hui. Lyme, on a ce qu'on appelle, on est passé des maladies chaudes, infectieuses tout en haut là,
avant 1930, qui provoquaient de la fièvre, des suées importantes, des diarrhées, des maladies chaudes et expressives, à aujourd'hui des maladies qu'on appelle froides, environnementales. Est-ce qu'on est en meilleure santé qu'avant? Je ne suis pas sûre. Donc là, je vous ai dressé un tableau bien négatif, bien lourd, mais en rajoutant qu'on est formidablement adaptatif. Mais si on me dit que notre population est en bonne santé, en tout cas en tant que praticienne, je vous dirais non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des très belles choses, il y a des gens qui sont en pleine forme, mais waouh, il y a beaucoup trop de gens qui souffrent par rapport à nos capacités. On a beaucoup plus de... On pourrait être en meilleure santé. Voilà. Donc, on peut dire que les pathologies du XXIe siècle sont des maladies de désadaptation. On n'est plus adaptable, ou certains d'entre nous ne sont plus adaptables. Leurs capacités d'adaptation sont dépassées, et on peut leur redonner, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu accumulation des perturbateurs sur un temps très court. Il faut que je boive un verre d'eau, je commence à bégayer. Donc, on nous en a mis pas mal. Alors, on va revenir à des choses plus concrètes. Quand on est malade, on a un symptôme. C'est le but de la conférence de ce soir, de leur donner une autre manière de les voir d'une autre manière. Mais au début, on a un symptôme. Ce symptôme, ça va être une rhinite allergique, une otite, un trouble digestif, de la spasmophilie. C'est notre terrain qui est déséquilibré. Vous vous souvenez du terrain dont on a parlé tout à l'heure? On est arrivé avec des forces, l'environnement est un peu lourd, on n'a pas forcément respecté notre capacité d'adaptation, on n'a pas forcément respecté notre mode de fonctionnement. Ben voilà, il y a un symptôme qui apparaît. Dans la plupart des cas, ce n'est pas un symptôme qui apparaît, c'est plein de symptômes. C'est ce qu'on appelle les symptômes fonctionnels, parce qu'il n'y a pas de lésion organique. Ce n'est pas une fracture osseuse, mais on a des douleurs articulaires, on a des troubles digestifs, de l'anxiété, de l'eczéma, etc., etc. Donc, il y a plein de symptômes. Et dans ces dernières années, parce que la médecine s'est spécialisée, on a eu aussi cette tendance à séparer les symptômes les uns des autres. Vous allez aller voir le gastro-entérologue d'un côté, le pneumologue de l'autre, l'allergologue de l'autre. Et puis, de temps en temps, le médecin généraliste essaie de refaire un lien. Et puis, vous repartez chez un autre spécialiste. Et donc là, vous avez une vision qui devient morcelée, alors que tous ces symptômes fonctionnels sans lien apparent parlent tous d'une seule et même chose, d'une fragilité, d'une prédisposition, d'un non-respect du terrain qui s'est déséquilibré. Donc, il serait beaucoup plus facile, face à une cascade de symptômes, à une pelote de fil, de tirer un seul fil que de vouloir enlever tous les nœuds partout. D'autre part, chaque fois qu'il y a une consultation médicale, quasiment chaque fois, il y a prescription médicamenteuse. Donc, en plus d'un terrain déséquilibré, dans un environnement qui est assez challengeant, vous allez vous retrouver avec des effets secondaires quasi inévitables de la médication qui est prise pour effacer un symptôme. Nombreuses sont les personnes qui sont aujourd'hui sous antidépresseurs, benzodiazépines, anti-inflammatoires, cortisone, antalgiques, sel d'aluminium, inhibiteurs de la pompe à protons. On peut en citer bien d'autres. Ils ont tous systématiquement des effets secondaires. Tant que la balance bénéfice-risque est positive, c'est très bien. Mais il faut aussi prendre en compte quand même l'effet secondaire pour ne pas avoir à redonner un autre médicament pour compenser l'effet secondaire. Donc, si l'on se respecte, si on a confiance dans son autorégulation, si on connaît un peu son terrain, ben on prend en compte l'inverse de ce que j'écris. On va prendre en compte les causalités premières. On ne fera pas une action purement symptomatique, on va essayer de comprendre toujours l'ensemble pour pouvoir se remettre en autorégulation. Lorsqu'on ne respecte pas les causalités premières, je ne veux pas savoir d'où ça vient. Lorsque l'on cherche à effacer les symptômes, cette urticaire sur la peau, je veux qu'il disparaisse, ou cette acné, je veux qu'il disparaisse, on risque de diminuer, bien sûr, les processus d'élimination qui sont en cours. Les médicaments rajoutés dans ce processus vont perturber les enzymes du foie, les cytochromes. On risque d'avoir une saturation des émonctoires, de tout ce qui nous permet, lorsqu'on est en autorégulation naturelle, de continuer à éliminer, tout ce qui nous permet d'éliminer tout ce qui n'est plus nécessaire. Donc, si on rentre dans ce processus
il y a un risque majeur de transfert morbide. Ça peut pas, je vous l'avais donné la dernière fois comme exemple, je ne peux pas exprimer par la peau, c'est pas grave, je vais l'exprimer avec les poumons. Donc l'enfant qui avait de l'eczéma a de l'asthme, mais on lui donne de la ventoline et de la cortisone, c'est pas grave. À 30 ans, il aura mal dans les articulations parce que c'est l'articulation. Il va y avoir un effet vers l'intérieur. Alors qu'il n'est pas si difficile d'aller regarder, écouter le symptôme et accompagner le symptôme, et c'est ce qu'on verra après. Et bien sûr, quand on est en transfert morbide ou en chronicisation, on perd de la vitalité. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de vitalité pour s'équilibrer. Donc, on rentre dans un espèce de cercle vicieux qui est plutôt désagréable et parfois dramatique. C'est pour ça que face à une symptomatologie multiple, alors, s'il y a des femmes de 50 ans, elles se reconnaîtront peut-être, des maux de tête, constipation ou troubles digestifs, prise de poids, bouffée de chaleur, insuffisance veineuse et douleurs arthrosiques, oui, on pourrait effectivement aller voir le rhumatologue, aller voir son gynécologue, aller voir un gastro-entérologue, prendre des laxatifs, etc. Mais le plus simple, c'est de faire une approche terrain ou fonctionnelle. Elle est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. On ne traite pas les symptômes, on traite le terrain. Et si on a bien traité le terrain, toute la capacité d'autorégulation se met en route et l'ensemble des symptômes s'améliore. Dans un monde idéal, hein. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que ça se fait toujours. Mais si on arrive à vraiment bien remettre le terrain en route, et si la personne a la patience, parce que c'est souvent ça qui manque, mettre le terrain en route, il faut avoir un peu de patience parce qu'il y a des symptômes qui vont traîner encore quelques temps. Mais si on a tout bien fait et que le terrain s'améliore, les symptomatologies vont disparaître. Dans les approches terrain, certains l'utilisent déjà, vous avez l'homéopathie. Dans ce cas-là, moi je favorise l'homéopathie uniciste. L'oligothérapie, les diathèses de Ménétrier, la diathèse 1 de l'hypersténique dont je vous ai parlé tout à l'heure, le docteur Ménétrier a créé des outils par rapport à chaque diathèse avec des oligo-éléments. C'est toujours disponible, c'est à notre disposition aujourd'hui. La phytothérapie peut être un outil de terrain. En médecine ayurvédique ou la diététique en médecine ayurvédique et en médecine chinoise, on travaille beaucoup avec les plantes et les aliments, mais adapté à chaque personne pour ramener la personne dans son équilibre de terrain. La prise de conscience personnelle est un excellent outil de terrain. Qu'est-ce qui m'arrive? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'en suis arrivée là? Où sont mes forces? Où sont mes ressources? Ça, c'est travailler sur son terrain. Donc, à notre disposition, les plantes. Pourquoi les plantes? Parce que, c'est pour ça que je l'ai rajouté, parce qu'elles agissent à tous les niveaux. Les plantes, quand vous respectez le totem de la plante, pas un principe actif issu de la plante. Je vais vous prendre par exemple le chardon-marie, il est connu pour en particulier la silimarine qui est dans le chardon-marie, qui est un magnifique régénérateur du foie. Donc il y a eu possibilité, ça s'est fait, d'extraire la silimarine et de la mettre en comprimé ou en gélule et de donner de la silimarine plutôt que de donner du chardon-marie dans sa totalité. Vous savez quoi, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on a tout compris à la plante, qu'on est capable d'avoir compris les centaines de molécules qui sont présentes dans cette plante, les synergies qui se font et honnêtement, je ne pense pas. Donc, moi, je favorise toujours le totem de la plante, c'est-à-dire la plante entière, ou au moins où parfois fleurs, parfois tiges, parfois racines, mais de respecter la plante parce qu'elle contient beaucoup d'informations qui travaillent en synergie et qui correspondent comme par hasard à nos troubles. L'hélicryse italienne, elle est utilisée pour les bleus, les bosses. Mais pour ceux qui sont capables de lire l'effet subtil d'une plante, elle s'occupe aussi des traumatismes de l'âme. Donc, elle a en elle la capacité d'aller travailler sur les traumas psychiques, voire spirituels, tout en s'occupant de l'extravasion des globules rouges au niveau de la peau, des bleus et des bosses. Donc, elle a cette capacité de le faire. Et j'insiste, dans la conférence de ce soir, qui est symptômes et maladies, les outils, regardons-les aussi différemment. On ne leur demande pas d'aller effacer un symptôme. On sait qu'ils sont utiles sur un symptôme, mais on leur fait confiance et on les remercie parce qu'on sait qu'aussi la plante, souvent, est utile sur les causalités de ce symptôme, même si on ne les comprend pas.
Et il y en a d'autres, la gémothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie et les thérapies fréquentielles, puisqu'on est ce soir avec les fréquentiels. Quand vous utilisez les thérapies fréquentielles, vous utilisez souvent de vous-même des programmes qui vont au-delà du symptôme, sur le bien-être, sur les émotions. Et sachez que de toute façon, même sur des programmes qui sont plus physiologiques, il y a de fortes chances qu'il y ait des fréquences à l'intérieur qui, elles, sont orientées beaucoup plus émotionnellement. Et bien sûr, les questions à se poser sont quand même, lorsqu'on est face à un symptôme ou une maladie, c'est est-ce qu'il y a une ressource majeure qui me manque? Je vais faire plaisir à Nadine et son mari. Est-ce qu'il y a de l'amour dans ma vie? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je mange suffisamment de protéines végétales chez un jeune végétarien, par exemple? Est-ce que mon alimentation est pleine de vitamines? Lorsqu'on a une alimentation raffinée, industrielle, il n'y a plus de vitamines dedans. Il n'y a plus les oligo-éléments. L'autre question à se poser, c'est est-ce que je suis toujours face au toxique? Regardez le petit bonhomme enchaîné. Toxique majeur, là. Je l'ai identifié, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est en route pour pouvoir m'en libérer? Sinon, comment voulez-vous rééquilibrer le terrain si vous carencez les apports et si vous continuez à le bombarder de toxiques? Et cette diapo, elle est importante pour moi aussi parce qu'elle vous montre à gauche que carence et toxiques peuvent se situer à n'importe quel niveau. Et très souvent, ça va être un niveau physique et en résonance avec un niveau plus élevé. Donc, face à la maladie, bien sûr qu'on va rechercher des causalités. On a ces termes qui sont un peu négatifs. Je suis malade, je souffre, quelle est la cause? Ok, jusque-là, ça va. Mais on garde en tête qu'on a des capacités d'autorégulation. Elles ont été bloquées, sinon peut-être qu'on serait moins malade, entre guillemets. Donc on peut, bien sûr, se faire aider pour relancer son autorégulation avec des remèdes naturels et avec un praticien. Les capacités d'autorégulation, on en a parlé la dernière fois, donc je vais plus vite parce que vous l'avez déjà vu, je crois, la dernière fois. Face à un stress, face à un choc physique, psychique, on a des ressources. Exemple, on augmente notre rythme cardiaque lorsque on est face à un danger. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus de sang dans les organes vitaux, vers les muscles, pour pouvoir s'extraire du danger si besoin. Lorsque la situation revient à la normale, ouf, non, j'ai eu peur pour rien, les organes qui ont été stimulés reviennent à leur fonctionnement d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Et on fait ça des milliers de fois chaque jour. On n'en a pas conscience et on n'a pas besoin d'en avoir conscience tout le temps. Je vous avais donné un autre exemple. J'ai repris les mêmes diapos pour le coup, mais c'est important de les redire. Si j'ai un gros virus, une grosse grippe, oui, j'ai de la fièvre, c'est normal. C'est ce qui va permettre à mon organisme de revenir à l'équilibre. On ne combat pas la fièvre quand elle est à 38-39. Elle est très bien, elle est utile. J'ai fait un jeûne, j'ai fait une diète. Waouh, j'ai une angine derrière. Oui, quand on fait un jeûne ou une diète, on libère toutes les toxines. Et parfois, c'est un peu coincé, on n'a pas suffisamment préservé ses émonctoires. Et on a peut-être des toxines émotionnelles qui en ont profité pour sortir. Et là, ça s'exprime au niveau de la gorge, par une belle infection au niveau de la gorge. C'est pas grave, c'est normal. Prenez soin de l'angine, de vous-même. C'est normal après un jeûne ou une diète. Et ça passera, et c'est bon signe. Premier jour des vacances, on tombe malade. Oui, on a tiré sur la corde, on était en stress adrénergique parce qu'il fallait absolument tenir au boulot. Une fois que vous êtes en vacances, vous lâchez tout, vous vous mettez en parasympathique. Là, votre organisme a le message de « Ok, tu peux réparer, tu peux lâcher ». Et qu'est-ce qui peut nous servir à réparer, à lâcher? Une bonne infection virale. Urticaire géant face à un choc émotionnel. Le symptôme fait partie intégrante du processus de guérison. Il ne doit pas être combattu, mais il peut être accompagné. La suppression imposée et brutale des symptômes ralentit dans certains cas et dans la majorité des cas le processus de guérison. Vous venez de le voir, le symptôme, le virus, l'angine, l'urticaire servent à quelque chose. C'est le corps qui les a mis en place. Donc on n'est pas là pour les faire taire, parce que si on les fait taire, on risque d'entrer dans la chronicisation, le transfert morbide dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce choc? Tous les niveaux de causalité sont possibles.
une agression toxique, un choc physique, un choc émotionnel, un choc psychique, voire un choc spirituel. Et la problématique, le manque de régulation va peut-être te poser problème, en particulier si l'événement qui est à l'origine était inattendu, qu'on n'a pas trouvé de solution à ce moment-là, qu'on était très seul, il n'y a pas eu possibilité de sentir du soutien ou de partager avec quelqu'un, et du coup n'a pas été exprimé. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Là, on a la situation classique que l'on connaît en décodage biologique. On a une situation classique d'un choc qui va s'imprimer quelque part dans notre cerveau et dans notre corps, et qui va devoir chercher une autre voie pour s'exprimer. La guérison prend plus de temps que le choc. Ben oui, une très grande frayeur, ça prend une seconde. Ben parfois, on met une semaine à s'en remettre. Un coup du lapin, il y en a pas mal en ce moment en voiture, je ne sais pas vous, mais j'en entends plein autour de moi. Un bon coup du lapin, c'est pas grave, la voiture est un peu abîmée, les assurances vont prendre en charge. Il n'y a pas eu de blessé autre que c'est cervical. Par contre, la peur en général est très très présente. Les cervicales, elles vont souvent nécessiter une bonne semaine, voire plus, à s'en remettre. Ce n'est pas forcément la vertèbre et le muscle qui est très abîmé. C'est la peur, l'intensité de la peur qui va nécessiter du temps. Les symptômes sont le résultat de processus physiologiques. Bien sûr, on verra quelque chose un peu plus en détail à ce propos tout à l'heure. Et nos capacités d'auto-guérison sont infinies, théoriquement, et encodées dans nos cellules. L'organisme humain est d'une intelligence infinie. Il sait tout et il est capable de tout faire qu'on laisse faire. Donc, si j'avais un message ce soir, c'est autorisez-vous à être en bonne santé. Autorisez vos proches à être en bonne santé. Et pour nous, praticiens, autorisons nos clients à être en bonne santé. Et pour ce faire, il faut avoir une très grande confiance dans les capacités de régulation, pour nous-mêmes, pour nos proches ou pour nos clients. Donc, on a parfois besoin d'un coup de pouce, parce qu'on l'a vu, l'environnement est de plus en plus contraignant, et pas que au niveau physique, le stress. Les 2 années qu'on a vécues là sont à l'origine de beaucoup de symptômes, juste par le stress et non pas par le virus. Donc, il n'est pas toujours facile de s'adapter, il n'est pas toujours facile d'évoluer. Et on a de plus en plus de situations de chronicisation ou de multisymptômes. Mais on a aussi des raisons, tout à l'heure. Ben oui, les symptômes apparaissent, je vais le faire taire. Un spécialiste, un deuxième, un médicament, un deuxième. Et la personne est totalement morcelée et détachée des causes premières. Comment voulez-vous vous remettre en régulation dans ces cas-là? Et vous entendez aussi dans ce que je dis que ce n'est pas si compliqué finalement. Et c'est un peu ça qu'on avait envie de faire et que David a envie de faire avec les fréquentiels, c'est pas si compliqué. C'est juste parfois une perte de pouvoir. On a oublié qu'on a ce pouvoir pour nous-mêmes. Et il faut quelques connaissances, mais c'est pas si compliqué. Regardez d'ailleurs, le premier outil que je vais vous citer qui est à votre disposition pour revenir dans l'auto-équilibrage, dans la résolution d'un problème de santé, c'est la parole. Un échange amical ou un échange avec un professionnel. S'il devait y avoir qu'une chose à faire, ce serait celle-là. La créativité, continuer à construire, à créer dans sa vie. Créer, c'est créer une pensée, c'est créer une envie, c'est créer un projet avec d'autres, c'est créer dans son boulot, bien sûr aussi. C'est avoir confiance. Et puis, découvrir, apprendre les outils de la naturopathie. Les outils de la naturopathie sont aujourd'hui dans les mains de naturopathes. Mais les naturopathes sont des éducateurs de santé parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit dans leurs mains. Et j'en fais partie. La naturopathie, c'est simplement toutes ces connaissances ancestrales, elles doivent revenir à tout le monde. Donc, il y a plein d'outils super intéressants en naturopathie, et on va appeler ça en médecine familiale. Et ça doit redevenir de la médecine familiale. Et bien sûr, on a des nouvelles technologies qui arrivent à point nommé, parce qu'elles ont aujourd'hui, ces nouvelles technologies, et pour la plupart en tout cas, un principe de base ou un esprit derrière qui est un esprit holistique. Elles viennent dans le respect du vivant pour mettre en œuvre ou permettre à l'organisme de remettre en œuvre ses capacités d'autorégulation. Elles tiennent compte de tous les niveaux du corps, de l'être et de l'âme. Et ça, c'est pertinent.
Donc, en pratique, on sait tout ce qui est bon pour nous. On a cette connaissance en soi. Ça, c'est vraiment quelque chose, une confiance, une certitude, une foi à avoir. Notre potentiel et nos possibilités sont infinies. Ça fait partie de notre savoir inné. Il suffit de le réactiver. La guérison dépasse, bien sûr, le cadre du rétablissement physique ou même psychique. Il y a des phrases j'avais entendues, c'était Médecin du ciel, je l'aimais bien, je ne sais plus si elle existe encore. Elle avait écrit un petit ouvrage, Médecin du ciel, dans lequel elle disait qu'elle avait compris tardivement. C'est quelqu'un qui participait avec les médecins par sa prière. Et elle avait mis une jolie phrase en disant qu'elle avait compris tardivement que la guérison, que le décès pouvait être une guérison. Elle se battait pour que les gens restent vivants, bien sûr, jusqu'au jour où elle a compris que, en fait, la guérison de l'âme, parfois, se voyait par le fait que la personne était capable de quitter l'incarnation. Donc voilà. La maladie est une guérison, on ne la combat pas, on l'accompagne, puisqu'elle est le processus mis en place par notre savoir inné. Et je vais vous donner 1 ou 2 exemples qui sont issus du décodage biologique. Alors, le décodage, je vous ai mis les noms tout à l'heure, il y a Olivier Soulier, Michel Odoul, il y a Flech, je ne me souviens plus de son prénom, qui sont des auteurs, des médecins qui ont beaucoup écrit sur le décodage biologique. Celui-là, les quelques phrases qui apparaissent sont issues d'une approche du décodage biologique par un médecin allemand qui a été pas mal controversé aussi. Donc, je vais garder, mais ce n'est pas parce que un médecin ou un auteur a été controversé que tout ce qu'il a écrit, réfléchi, amené n'a pas son intérêt. Donc là, je vais faire un mini résumé, au moins quelques points clés pour comprendre ce que le décodage biologique nous a permis de comprendre et en quoi vous pouvez vous l'utiliser. On s'est rendu compte qu'à chaque choc psychologique, psychique, à chaque conflit, vous vous disputez avec votre belle-mère, avec votre voisin, un divorce. À chaque choc va correspondre une zone d'impression dans le cerveau. Selon trahison, injustice, on va arriver dans une zone spécifique du cerveau. Ils ont pu faire des cartographies en disant si la personne vit ça, c'est telle partie du cerveau qui va être impactée. Un exemple, si c'est un conflit où la personne s'est sentie complètement piégée dans une relation, impossible d'en sortir, je ne peux pas m'échapper, c'est son cortex moteur qui va être la zone d'impression du choc ou du conflit. Mais on sait aussi que ce cortex moteur correspond à des tissus des organes donnés dans le corps. En l'occurrence, le cortex moteur est celui qui régit les muscles. Donc, vous voyez déjà, et c'est votre bon sens peut vous permettre de le dire, quelqu'un qui a vécu quelque chose où il s'est senti complètement bloqué, 1 an après, a une paralysie ou un trouble musculaire important. Ben oui, c'est juste un décodage de bon sens. Il s'est senti bloqué et aujourd'hui, il réexprime ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui réactive cette blessure? Est-ce qu'il a réussi, quand il est sorti de son conflit, est-ce qu'il en est vraiment sorti? Et s'il en est sorti, est-ce qu'il l'a bien intégré? Pourquoi ça se réactive aujourd'hui chez lui? Ça, c'est une approche simplifiée du décodage, mais je l'aime bien parce qu'une approche simplifiée, c'est une approche qu'on peut faire tout seul. Et c'est important qu'on fasse des choses tout seul. Alors, un peu plus complexe, mais parce qu'ils sont allés assez loin, tous ces médecins, dans le décodage. Au début, regardez à gauche, vous avez un petit embryon de 16 jours. C'est à ça qu'on ressemble quand on a 16 jours. Et on ressemble tous à ça. C'est joli, c'est assez artistique, moi, je trouve. Donc, on est pas grand-chose jusque-là, et pourtant beaucoup de choses déjà. On est une couche d'ectoderme avec une couche de mésoderme et une couche d'endoderme. L'ectoderme en bleu, le mésoderme en rouge, l'endoderme en jaune. Et puis, bien sûr, toutes ces cellules vont continuer à se multiplier, elles vont donner des organes. Donc, la couche bleue, là, l'ectoderme, elle va donner le tissu nerveux et une partie de la peau, comme exemple. La couche rouge, elle va donner tous les tissus conjonctifs, mais les tissus musculaires aussi, et beaucoup d'organes. Et puis, l'endoderme, lui, il va donner, là aussi, une partie de la peau, et des muqueuses et des organes très à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Je passe vite parce que c'est un peu difficile à retenir, mais on va essayer de le simplifier. L'endoderme, donc vraiment la couche la plus à l'intérieur, elle va donner les organes vitaux.
le tube digestif, les poumons, les reins, les organes sexuels. Le minimum vital pour qu'un organisme vive. Et cet endoderme, il parle donc des principales de nourriture. Et il parle aussi des principales pertes. On rentre déjà dans le décodage. Si vous avez un conflit de nourriture ou un conflit de perte, un grand deuil, il y a de fortes chances que ça touche. Ou il est possible que ça touche le tube digestif, les poumons, les reins, les gonades. On continue. Le mésoderme ancien, parce que le mésoderme, c'est la couche rouge. Il y a un mésoderme ancien, plus proche de l'endoderme, et un mésoderme récent, plus proche de l'ectoderme. Vous voyez qu'on va en fait de ce qu'il y a de plus archaïque vers ce qu'il y a de plus moderne. Et on parle toujours d'un homme ou d'une femme. Mais on est fait de choses archaïques et de choses plus modernes. Donc, le mésoderme ancien, plus archaïque, il va servir à faire ou il va donner toutes les enveloppes des organes principaux, des organes dont on a parlé juste avant. Les méninges, le péricarde, la plèvre, le péritoine, le derme, les glandes mammaires, etc. Lui, il va nous parler des attaques contre soi ou ses proches. On est sur quelque chose d'archaïque. Je me sens attaqué, ou un de mes proches est attaqué. On est quand même encore dans quelque chose d'assez primal presque. Le mésoderme nouveau, donc c'est l'autre partie de la couche rouge, mais cette fois-ci un peu plus évoluée. Ce mésoderme, lui, va donner tous les organes d'action, de locomotion, d'échange. Et là, vous allez retrouver tous les autres organes que les organes vitaux. Système locomoteur, circulatoire, urinaire, génital, etc. Donc là, on retrouve un très, très grand nombre d'organes. C'est ce mésoderme nouveau qui est à l'origine de la plus grosse partie, on va dire, géographique de notre corps. Enfin, géographique, non. En nombre d'organes différents. Parce que la plus grosse partie géographique, c'est les enveloppes. La peau, l'intestin, vous savez qu'on a un terrain de tennis à l'intérieur du ventre. Hein. Si on étale la peau de l'intestin sur le sol, c'est la taille d'un terrain de tennis qu'on a dans le ventre. Donc voilà, géographiquement, on a quand même beaucoup de peau d'endoderme et d'ectoderme. Donc l'ectoderme, le dernier, le plus récent, c'est lui qui va donner tous les organes les plus récents dans l'évolution du vivant. Donc le système nerveux, le cerveau, les organes des sens, l'épiderme. Donc on est déjà dans le plus subtil, l'émotion, le territoire, la direction, la communication. Donc là, on aura des blessures, des chocs psychologiques plus subtils qui peuvent s'exprimer sur les organes issus de l'ectoderme. Regardez, une autre manière de voir les choses. Vous avez l'endoderme qui va donner donc, tous les organes vraiment vitaux. Il dépend. Vous voyez ma souris quand je la bouge? Moi, juste un huit de la tête. Ouais. Un choc psychologique. Il dépend du tronc cérébral. Un choc psychologique qui est plutôt de nature archaïque, vie ou mort, va taper là et va taper tous les organes qui dépendent de cet endoderme. On va le voir dans un autre tableau, le mésoderme ancien, donc assez archaïque. Donc là, vous voyez les deux zones assez anciennes du cerveau. Je trouve ça intéressant de vous montrer aussi comment ça fonctionne, le cerveau. Enfin, pas comment ça fonctionne, mais regardez déjà géographiquement. Le tronc cérébral, je parlais du cou du lapin tout à l'heure, on n'est pas loin, hein. Les cervicales sont en lien avec ce tronc cérébral. Donc, on a ce tronc cérébral, la colonne vertébrale qui commence. Le cervelet, il est encore assez archaïque. Ensuite, on a toute la moelle cérébrale qui parle du mésoderme nouveau, donc une grande partie de nos organes. Et puis, ensuite, on a ce cerveau nouveau. Ce cerveau d'homme soi-disant évolué, qui, lui, est en lien avec l'ectoderme. Retenez juste, archaïque, endoderme, organes vitaux, les grosses blessures vitales. Mésoderme, on commence à arriver sur des blessures un petit peu plus subtiles, mais c'est de l'attaque encore sur des choses importantes. Mésoderme nouveau, là on est déjà, et ectoderme, on est sur le sens de la vie. Qui est-ce qui est rentré dans mon territoire? Est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais? Et là, on rentre sur des blessures un petit peu plus subtiles. Donc à chaque tissu du corps correspond un feuillet embryonnaire, mésoderme, endoderme, ectoderme, correspond une zone cérébrale. Mais ça se complique un peu, c'est pour ça que j'ai dit qu'on faisait juste une approche. La vessie, elle a une origine endodermique, c'est un organe essentiel, mais dans sa muqueuse, elle est d'origine ectodermique. Donc vous pouvez avoir un trouble de la vessie
qui a une origine ectodermique ou endodermique. Et pour finir, regardez, c'était ça le plus important finalement, c'est pour arriver à ça. L'endoderme, cerveau archaïque, je vous ai dit, c'est le système digestif, le système pulmonaire, les reins. S'il y a quelque chose qui vous manque en nourriture essentielle, s'il y a une grosse perte dans votre vie, il y a de fortes chances que ça tape le tronc cérébral et que ça s'exprime ici. On continue. Le cervelet est en lien avec le derme qui protège ses organes vitaux là au-dessus. Si vous êtes attaqué, ça tape le cervelet, ça va s'exprimer. Ça se complique. Vous vous souvenez de mésoderme, je vous ai dit, c'est là où il y a le plus grand nombre d'organes créés. Le système locomoteur, circulatoire, urinaire, génital, il y en a tellement que il y a tellement de conflits. Voilà. Il y a autant de conflits qu'il y a d'organes créés grâce à ce niveau-là. Donc, c'est un peu plus difficile. C'est moins facile à lire. Et enfin, s'il y a un conflit de sensibilité, de séparation, de territoire, quelque chose de plus subtil, souvent de plus émotionnel, il y a de fortes chances que ça tape sur le cortex, qui va s'exprimer au niveau du système nerveux, de l'épiderme et des muqueuses. Donc, c'est vrai que l'eczéma du bébé, on a tous aujourd'hui ce réflexe de dire « Oula, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe ?» Pour ne citer que cet exemple. Et là, je voudrais aller un petit peu plus loin. Donc là, vous avez compris, pardon, vous avez juste eu un aperçu que ce qui nous arrive dans la vie va se traduire quelque part au niveau cérébral et au niveau de nos organes. Mais pourquoi au niveau de nos organes? Enfin, quelle va être la suite? Après que le choc soit passé, s'il est résolu, nos organes qui ont été impactés, eux, se réparent. On parlait tout au début de l'autorégulation. C'est ça l'autorégulation. Donc, face à un choc, il y a d'abord une phase, et on va voir ces deux phases. Vous comprendrez peut-être mieux. Il y a une phase psychoactive dans l'urgence. Et ensuite, une fois que le choc n'est plus là, que la raison du choc n'est plus là, il faut tout remettre dans l'ordre. Il faut tout remettre au propre. Et c'est la phase de guérison. Donc, chaque feuillet embryonnaire sait comment répondre à un conflit. Dans certains cas, et c'est codé dans la connaissance de nos cellules, dans certains cas, les cellules vont se multiplier face à un choc. Elles vont dire, je favorise telle fonction, il faut que j'inhibe telle fonction, il faut que je détruise telle cellule. Il y a vraiment un impact dans la matière. Quand on a une émotion, un choc important, il y a vraiment toute une biochimie, toute une biologie qui se met en route. Il y a vraiment des cellules qui se multiplient, d'autres qui sont détruites, juste pour répondre au choc. Pendant cette phase active de conflit, donc imaginons une grosse dispute ou un danger physique, un vrai danger physique. L'organisme met en place des ressources immédiates qui correspondent à une amélioration des fonctions organiques concernées. Cette phase active, elle est souvent froide. Il n'y a pas beaucoup de signes, il n'y a pas beaucoup de ressentis. Pourquoi? Parce qu'on est dopé. C'est le but de la phase active, c'est de doper. C'est d'être capable de réagir à la situation. Les seules choses, parce que si ça ne se fait pas en 10 minutes, si c'est un choc qui se prolonge sur une semaine, on va dire, il peut y avoir quand même un sommeil perturbé, une baisse d'appétit, une élévation du rythme cardiaque, un peu d'hypertension, une augmentation de la glycémie, des nausées, des sueurs froides, des extrémités froides. C'est possible. Imaginons quelque chose qui se prolonge pendant une semaine. L'organisme, pendant une semaine, cherche à se donner les moyens de faire face à la situation. Et puis, pendant ce temps, je vous l'ai dit, il y a des cellules qui vont proliférer ou d'autres qui vont être détruites. On a tellement de cellules et tellement de tissus dans le corps, il y a une intelligence infinie qui se met instantanément en place. Et on s'est rendu compte, en tout cas ces médecins, qui ont cherché à utiliser d'ailleurs les techniques de radiographie, d'imagerie et autres pour pouvoir le montrer, ont vu que, et c'est assez logique, ce qu'il y a de plus archaïque, là, le système digestif, le poumon, le derme, les tissus de protection, en cas de choc, pendant la phase psychoactive de choc, tout ça, ça va proliférer. Et il y a une surproduction des organes vitaux. À l'inverse, on va avoir des cellules qui se détruisent ou un blocage des fonctions dans l'autre partie. Système locomoteur, système circulatoire, génital, système nerveux, épiderme, tout ça, ça va se mettre plutôt en ralentissement, voire il va y avoir de la destruction tissulaire.
Il peut y avoir quelques symptômes en phase 1. C'était pour en arriver là. Hein. Quand je vous ai dit le symptôme et la maladie, si on les écoutait, déjà sachons à quel moment le symptôme apparaît. Il peut y avoir des symptômes en phase 1 psychoactive. On peut avoir une ulcération de l'estomac, voie urinaire, vaisseau, des nerfs comprimés parce que ça produit de la matière, donc il peut y avoir des compressions. Il peut y avoir des glaires au niveau respiratoire ou autre. Mais il peut aussi y avoir quelques diminutions fonctionnelles. On peut se retrouver avec une épaule gelée. Tout ça, ça peut faire partie effectivement de la phase 1. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de symptômes au moment du choc. Essayez de vous souvenir de moments difficiles dans votre vie ou de chocs ou de situations compliquées. Ce n'est pas là où vous étiez le plus mal. Quand est-ce qu'on est le plus mal physiquement? C'était pendant la phase de guérison. Et c'est pour ça qu'en naturopathie, on dit la maladie est une guérison. Quand on commence à vraiment exprimer la douleur, les signes cliniques, très souvent, on est déjà dans la phase de guérison. Il y a beaucoup de fatigue. Il y a souvent de la fièvre. Tous les tissus qui ont proliféré en phase 1 sur les organes vitaux, eux doivent disparaître maintenant. Ils doivent être éliminés. Le surtissu doit revenir à la normale. Et puis, à l'inverse, tous les tissus qui avaient été détruits ou les cellules qui s'étaient mises en arrêt en phase 1, elles doivent se remettre en route. Il y a du tissu qui doit être reconstruit. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on fait tout ça dans notre corps pour enlever du tissu surnuméraire ou en reconstruire? On utilise l'inflammation, on utilise les micro-organismes, on utilise notre système immunitaire. C'est lui qui intervient le plus pendant la phase de guérison. C'est donc aussi la phase la plus symptomatique. Et là, vous comprenez pourquoi. Inflammation, chaleur, en gros, infection. C'est la grippe qui vous arrive. Le choc que vous aviez, je vous donnais l'exemple de la grippe que vous déclenchez au premier jour des vacances. Mais ça fait 3 semaines que vous étiez en choc dans le boulot. Ça fait 3 semaines que l'esprit luttait, que vous sentiez que ce n'était pas juste. Et c'est au moment où vous lâchez tout en vous disant là, je ne veux plus entendre parler de personne et je suis en vacances, vous rentrez en phase de guérison. Et bien, c'est là où effectivement tout se remet en route. Et pour se remettre en route, il y a un épisode viral temporaire. Ce que je dis n'est pas non plus une vérité, parce qu'il ne faut pas confondre, il y a tous les stades de la pathologie. C'est vrai que je n'en ai pas parlé depuis le début. Lorsqu'il y a une pathologie sévère, je conseille toujours et encore une consultation auprès de votre médecin, auprès des spécialistes, pour savoir où on en est. Parce que ça, ce que je suis en train de vous montrer, c'est les phases idéales. Choc, guérison. Symptômes, ok, on les accompagne. Mais on l'a vu au début, on n'est plus dans ces situations, on est souvent dans des situations où c'est coincé, où c'est stagnant, où on n'a pas les ressources. Et dans ces cas-là, on ne laisse pas la matière aller vers la destruction indéfiniment. Bien évidemment, on utilise les outils de la médecine conventionnelle qui sont à notre disposition. Dans la phase de guérison, on a souvent mal à la tête. Bah oui, parce que là, il y a plein de liquides qui arrivent au niveau du cerveau pendant la phase de guérison, et ça crée quelques œdèmes. On peut même avoir des étourdissements, des troubles de la vision. Donc, quand vous avez ça, après une phase, c'est pour vous donner des clés. Si vous vous dites « Ah, pas de bol, je pensais que j'allais aller mieux et c'est pile le moment où je vais mal », ben non, c'est juste que c'est pile le moment où vous guérissez. Et vous le voyez, ces troubles de la vision, cette fatigue, c'est pas grave. On accompagne à condition d'avoir mis le doigt sur une causalité et de savoir qu'elle est en phase de résolution, ouais, bien sûr. L'aggravation des symptômes précède parfois la résolution finale d'ailleurs. Il peut même y avoir une crise de guérison, c'est-à-dire qu'au plus haut de la phase de guérison, il y a un passage brutal, en ce qu'on appelle en sympathicotonie, sous forme de poussée. Des quintes de toux phénoménales, une diarrhée exceptionnelle, des saignements de nez, des frissons, de la nervosité, des pics de fièvre énormes. Ben ça, c'est le corps qui pousse. Là, c'est la crise de guérison vers la sortie des toxines. Par contre, si le conflit devient trop long, si dans la durée, si le conflit est répété régulièrement, je suis partie en vacances, ça va mieux, mais 3 semaines après, je me retrouve dans les mêmes conditions professionnelles compliquées. Et le conflit est à nouveau réactivé. Et ce conflit rappelle un conflit que j'avais en famille. Et c'est une réactivation de réactivation de réactivation. Là, l'organisme n'arrive pas à une phase de résolution complète. Et les symptômes que moi, je vous décrivais comme des symptômes de guérison deviennent des symptômes de chronicisation. On va revenir un instant sur les micro-organismes, surtout que c'est un peu d'actualité.
Est-ce qu'on peut toujours les appeler des pathogènes? Est-ce qu'un micro-organisme est forcément pathogène? Je ne sais pas. Je sais qu'il nous aide dans certains cas. Je sais qu'il est actif pendant les phases de guérison. Qu'on a plein de micro-organismes endémiques autour de nous. La grippe, c'est un endémique. On l'a tous les hivers et tous les printemps. On peut s'en servir si on en a besoin. Par contre, quand on revient avec un micro-organisme nouveau, d'une région qui n'est pas celle où on habite, c'est plus compliqué. C'est comme si vous avez l'habitude d'utiliser un outil, puis ce jour-là, vous ne l'avez pas, vous prenez l'outil de quelqu'un d'autre, mais il ne fonctionne pas de la même manière. Ben, vous perdez plus de temps à faire ce que vous voulez avec. C'est une jolie image, mais ça parle bien. Donc, quand vous utilisez les organismes, les micro-organismes qui sont dans votre écosystème, en général, on a une pathologie légère et une amélioration assez rapide. Quand on se sert d'un micro-organisme qui ne fait pas du tout partie de notre écosystème, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je pensais aux parasites dont on parlait avec Maud, par exemple, des pays africains. Donc, ils peuvent avoir une utilité, mais par contre, ils ne font pas partie de nos codes de lecture. Et vous voyez apparaître ici, et on finira, je crois, la partie décodage presque avec ça. Est-ce qu'on est dans les temps, David? Je suis désolée, je crois que je parle longtemps là. Bon, c'est pas grave. Il est parti. Il est allé Non, je manger. suis là, t'inquiète pas. Tu as le temps que tu veux. Bon, et sinon, si ceux qui ont des contraintes regarderont la fin. Regardez ces micro-organismes de la partie archaïque du tronc cérébral. Vous vous souvenez, le cervelet, encore un peu archaïque, la moelle blanche un peu plus récente et le cortex plus récent. Regardez comment, en décodage, on voit l'interaction avec les micro-organismes. Les champignons apparaissent pour réguler tout ce qui est archaïque. Les mycobactéries, la tuberculose en particulier, tout ce qui est au lien, encore un peu là, entre l'endoderme et le mésoderme ancien. Les bactéries plus récentes arrivent sur des problématiques du mésoderme récent. Et les virus viennent réguler des problématiques en lien avec l'ectoderme, avec le cortex, avec la sensibilité, avec le sens, avec l'émotion. Donc là, on donne souvent en naturopathie l'exemple de Candida albicans. Candida albicans, c'est une mycose classique. Il y a beaucoup de femmes qui font des mycoses à Candida albicans vaginale. Candida albicans, on en a plein le corps, c'est normal, c'est un symbiotique. De temps en temps, il passe sous une forme qui est pathogène, qui est désagréable. Et moi, je donne souvent l'exemple en disant, mais cette forme filamenteuse pathogène, c'est la forme que prend ce champignon quand on meurt. Quand on meurt, c'est Candida albicans qui nous transforme, qui transforme notre matière en poussière. On a toujours l'impression que c'est les vers qui viennent dans la boîte, à travers la boîte de métal, à travers le cercueil, qui viennent nous ranger. Pas du tout, c'est nos propres micro-organismes qui sont dans notre corps qui viennent détruire notre corps. Et tant mieux, pour nous remettre en poussière. Donc, ces champignons, ils parlent bien de la vie et de la mort. Ils parlent bien de quelque chose qui est très archaïque. Les candidoses, elles parlent souvent de peur archaïque, de peur profonde. Par contre, un virus, alors une bactérie entre les deux aussi, la bactérie de Lyme, Borrelia, elle vient parler des injustices, de la difficulté à mener sa vie, de beaucoup plus de conflits dans ses choix de vie, dans ce qu'on en fait, dans le sens qu'on lui donne effectivement, mais de choses assez concrètes quand même. Et on retrouve la bactérie de Lyme. Les virus, eux, ils viennent tout en haut parler du sens, de la sensibilité. Ils viennent nous parler finalement de notre évolution. Un virus, c'est quoi? C'est un bout d'ADN, c'est de l'information pure. Autant en bactériologie, on a plein de connaissances, je peux vous assurer qu'en virologie, on n'en a pas tant que ça. On est très loin de connaître le fonctionnement des virus dans l'organisme humain. Donc, les virus, c'est de l'ADN, c'est de l'information, ça vient nous parler du sens, ça vient réguler des choses du niveau de l'ectoderme, du niveau du cortex cérébral, du niveau le plus récent. Et ce qu'on vit actuellement, c'est de la réinformation. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil, mais vous voyez que, est-ce que tout cela sont méchants? Pas forcément. Ils ne sont pas là pendant la phase psychoactive, quand vous êtes dans la difficulté. Par contre, ils viennent dans la phase de régulation, de réparation, de retour. Ce qui ne veut pas dire que face à une septicémie à staphylocoque doré, on dise chouette, la personne est en train de guérir. Bien sûr que non. Mais ça veut dire que sur des symptômes plus fonctionnels, des choses moins sévères,
on peut avoir une approche beaucoup plus compatissante, enfin beaucoup plus douce avec les pathogènes. Les plantes, souvent, qu'on considère comme bactéricides ou virucides, ne le sont pas réellement. Elles ont un effet, effectivement, sur les bactéries et les virus, parce qu'elles sont aussi celles qui viennent aider sur les causes qui se sont imprimées ici. Du coup, virus et bactéries n'ont plus forcément besoin de travailler pour nous et peuvent quitter le milieu dans lequel elles s'étaient développées dans notre organisme, qui avait provoqué les douleurs, etc. Je vous propose cette vision, c'est tout simplement parce qu'elle est peut-être plus respectueuse du vivant et que virus, bactéries et parasites, champignons ont toujours et toujours fait partie de notre écosystème. Ils étaient là avant nous. Donc il y a aussi quelque chose du respect de la place de chacun et de l'interaction et de la synergie. Et on peut les voir souvent comme une aide. Donc la phase puis the phase de guérison. Il y a un petit dans le titre. Donc il y a une phase d'abord active, pendant la phase psychoactive, de réponse, puis une phase de guérison. Pendant la phase active, vous l'avez vu, tous nos organes doivent être au top. Et les symptômes, par contre, de guérison vont apparaître pendant la phase de réparation, lorsqu'on remet les organes exactement dans l'état où ils étaient avant. On a besoin de beaucoup d'énergie dans la phase de guérison. C'est pour ça qu'il y a une très grosse fatigue aussi. Et donc, il faut favoriser l'environnement avec un bon régime alimentaire, éviter d'avoir un électrosmog autour de soi trop important, s'occuper des mots lourds, s'occuper des pensées négatives. On peut faire plein de choses pendant la phase de guérison, mais surtout donner des conditions idéales et du repos. Ce qui est important, c'est le ressenti que chacun a par rapport à son conflit. Ce n'est pas forcément la nature du conflit ou l'intensité du conflit, c'est comment je l'ai vécu. Il y a des gens qui vous diront « j'ai cru mourir », alors que l'autre vous dira « oh, j'ai failli avoir peur ». C'est le ressenti subjectif qui est important. Certains vont sentir un divorce comme un abandon. D'autres vont, et dans ce cas-là, ça va plutôt taper sur les reins. D'autres comme une dévalorisation, ça va plutôt taper sur l'os. D'autres comme une perte absolue, ça va taper sur les ovaires. Et pour ça, je vous recommande d'aller, parce qu'on ne va pas le faire, et j'en suis d'ailleurs, je ne suis pas du tout experte dans ce domaine, vous prenez des ouvrages de décodage biologique et vous allez trouver le lien entre la blessure et les organes. Les conflits peuvent bien sûr s'additionner, se substituer les uns aux autres. Je vous donne un exemple. Une femme enceinte qui a été gênée par des bruits très importants. Elle n'a pas eu le choix, elle s'est retrouvée, la maison est en travaux, ou la rue est en travaux avec un marteau-piqueur infernal. Elle va avoir un conflit d'audition, surtout qu'elle sent que ce n'est pas bon pour son bébé. Elle ne supportera plus le bruit. Mais elle a aussi un conflit de séparation de la mère qui peut s'exprimer. Ah oui, pardon, c'est le bébé. Excusez-moi, je me demandais comment j'étais arrivée à cette conclusion. Le bébé dont la maman a passé une semaine à côté d'un marteau-piqueur peut arriver avec des conflits d'audition, mais aussi avec un conflit de séparation de la mère qui va s'exprimer par des neurodermites. Et il se sent coincé, il n'a pas pu échapper à ce bruit. Il peut s'exprimer par des paralysies. Donc vous voyez comment on peut, à partir de signes physiques, revenir sur l'histoire, revenir sur le choc initial et libérer le choc initial. Donc, quelles sont les clés à notre disposition ? Apprendre à lire les symptômes, savoir accompagner la symptomatologie. On l'a vu, de l'homéopathie, des plantes, de l'aroma, de la gémeaux, c'est très respectueux des causes profondes du symptôme, respectueux de la phase de guérison. Mais en même temps, il faut comprendre les causalités profondes, aller les chercher quand c'est nécessaire, pas toujours. Il n'est pas toujours nécessaire parce que des fois, on va réactiver quelque chose auquel il ne fallait pas toucher. Si on est perdu, qu'on a un truc qui se chronicise, on n'arrive pas à s'en sortir, là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avant de tomber malade ? Juste avant, les 15 jours avant, le mois d'avant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait sens, qui fait lien ? Et si ça fait sens, ça fait lien, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment de ce choc ? Et si vous êtes praticien, vous faites parler la personne. Nous, on a besoin d'entendre, est-ce que c'était une angoisse ? Est-ce que c'était une crampe ? Est-ce que c'était un écœurement ? Est-ce que c'était du mal à respirer ? De l'étouffement, de la tristesse, se sentir déboussolé ? Et on a déjà le ressenti subjectif. Ce n'est pas le même d'une personne à l'autre. Mais c'est ce ressenti-là qui nous permet d'imaginer où ça va taper, où ça va s'impacter. Et pour ça, vous avez donc Olivier Soulier, Michel Audoux, les flèches, parce que je ne me souviens jamais de son prénom. Posez-vous des questions, quelles étaient les émotions, quelles étaient les pensées. Ce n'est pas pour rester et refaire vivre le traumatisme. C'est au contraire pour pouvoir se rendre compte qu'ici et maintenant, on a maintenant les clés, que le danger est passé, qu'on a les clés, qu'on peut résoudre le traumatisme.
et du coup, on relance la phase de guérison. Le praticien ne possède jamais l'interprétation définitive. Il aide juste à émettre des hypothèses, à dessiner des pistes. Et quand il y a un flou artistique, tant mieux. Ça permet à la personne de penser par elle-même. Il ne faut jamais accepter passivement l'interprétation qu'on vous donne. Plutôt que de trouver vite, le plus important est de chercher et de se mettre en chemin vers soi-même. C'est une phrase de Guy Corneau qui a beaucoup travaillé sur le sens de la maladie lorsque lui-même a été atteint. Lorsque vous allez voir un praticien ou en tant que praticien, on se pose la question de savoir si le conflit est toujours actif ou s'il est solutionné. Si il est solutionné, on ne va pas le réveiller. Par contre, peut-être qu'il est toujours actif. De trouver les bons mots qui vont soulager les mots. Et de laisser la personne identifier les solutions. Le choix final appartient toujours à la personne qui est en souffrance. Mais on peut aussi chercher, en tant que praticien, à quel programme encodé dans le subconscient le conflit renvoie. Est-ce qu'il y a une mémoire transgénérationnelle? Est-ce qu'il y a un aïeul qui parle? Est-ce que c'est une mémoire qui vient des aïeux de la personne, des ancêtres? Est-ce que c'est une mémoire karmique? Bon, là, ça demande d'autres outils qui ne sont pas forcément à la disposition de tout le monde, mais pour vous dire qu'on peut aller jusque-là pour comprendre pourquoi un choc ne se résout pas. Vous vous souvenez que ce choc, je vous ai dit au départ, il avait besoin, comme caractéristique pour vraiment créer une maladie et un symptôme, d'être inattendu, sans solution, seul, vécu seul, pas exprimé. Donc, il est important de pouvoir exprimer auprès d'un praticien, mais aussi en famille, avec ses amis, les ressentis, les émotions, en se sentant accompagné, en sécurité quand on exprime ça, guidé vers une solution, sans réactiver forcément des conflits qui n'avaient pas besoin d'être réactivés. Mais l'objectif, c'est de se donner la possibilité, par un praticien ou soi-même, d'un nouveau regard sur soi-même, pour pouvoir remplacer la souffrance, la peur par la confiance. Donc, je promets qu'on arrive au bout, ça me paraît long là. Ouais, il reste 2 diapos. Donc, reprendre sa santé en main. On est malade, on l'a vu, la maladie, le symptôme, c'est quoi? C'est une désadaptation, c'est un terrain qui s'est déséquilibré, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à remettre en route. Donc, on peut les remettre en route puisqu'on a, je vous le rappelle, une connaissance infinie encodée dans les cellules de tout le processus pour revenir dans un équilibre et pour pouvoir continuer à avancer. Mais pour ça, on a des coups de pouce qui ne sont pas négligeables. Manger correctement, faire un bilan géobio si c'est nécessaire, boire de l'eau, boire des tisanes, se reposer, faire des marches dans la nature, utiliser des remèdes naturels, apprendre à exprimer ses émotions, à identifier des ressentis, même les ressentis de son corps, apprendre à reconnaître les signes de la guérison. Parce que parfois, avec un peu d'habitude, on se dit « bon, ça c'est pas grave, c'est juste une guérison qui est en route ». Apprendre à reconnaître les symptômes qui sont de bon augure, des symptômes qui sont de moins bon augure. Se connecter à ses ressources psychiques. Tout ça, c'est important. Mais chacun va aller piocher là-dedans, là où il en a besoin. Pour l'un, c'est la balade dans la nature. Pour l'autre, ça va être des séances de psychothérapie. Pour l'autre, ça va être des plantes. À chacun d'aller chercher sa ressource. Et quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à abandonner les causes de sa maladie. Donc, on va chercher des ressources à une condition, qu'on soit prêt à avancer et à abandonner les causes. Alors seulement, il est possible de l'aider. Hippocrate, il n'est pas tout jeune. C'est toujours lui que l'on cite. La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Donc, pour conclure, on est en 2021, on s'est pris un virus qui a fait peur à tout le monde, qui fait encore peur à beaucoup de monde. On a l'habitude de prendre des médicaments, d'aller voir des spécialistes, de remplir les hôpitaux. Et ce que je vous proposais ce soir, c'était qu'on se souvienne tous qu'on a une capacité d'adaptabilité juste extraordinaire en nous, vu le contexte dans lequel on est, et qu'on peut s'y reconnecter, qu'on a besoin d'un coup de pouce pour s'y reconnecter. Déjà, c'est d'en prendre conscience qu'on a besoin d'un coup de pouce. Et d'aller chercher ces outils de temps en temps, d'apprendre, d'ouvrir des ouvrages, d'aller sur des formations, d'ouvrir des sites internet. Et surtout, lorsqu'on a un symptôme ou qu'un proche a un symptôme, de se donner au moins la chance de se dire « Ok, le symptôme, ça veut dire qu'il y a une guérison en route. La guérison est en route de quelque chose, de quoi, pas toujours utile de comprendre, mais de ne pas subir la maladie, mais plutôt de l'accompagner et de la vivre comme quelque chose qui est en train de nous permettre d'évoluer. » Et je m'arrête là. Et je vais demander le micro à David.